profiter encore de ce petit îlot de fraîcheur ici dehors. Il fait une chaleur écrasante et ça vous permettra surtout d'écouter la dernière séquence, une séquence de solutions avec ces startups qui disruptent, qui réinventent la décarbonation des bâtiments. Et pour ce dernier échange, j'appelle sur scène Pierre-Louis Gure, qui est docteur en IAD, fondateur d'Argile, le copilote de la rénovation énergétique. Hervé Degrève, cofondateur de Vasco, et puis Hugues Sartre, cofondateur d'Omios, ainsi qu'Annabelle Ledoux, des grandes idées pour l'animation de cette table ronde. Vous pouvez les applaudir. Merci beaucoup. Donc n'oubliez pas d'allumer vos micros si ce n'est pas déjà fait. En fait, on a pu le voir lors de toutes ces tables rondes, sessions, interventions. Les enjeux sont vraiment multiples et surtout, en fait, il est nécessaire d'accélérer pour pouvoir les adresser. Donc, bien souvent, en fait, il est nécessaire de faire un pas de côté ou en tout cas de changer un petit peu de regard sur l'ensemble du secteur et comment est-ce qu'on on produit de l'immobilier ou comment est-ce qu'on le réhabilite. Donc nous avons choisi en fait de clôturer cette matinale sur une session justement de solutions, de regard en fait vraiment unique. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir 3 fondateurs de start-up qui vraiment en fait essayent de trouver des solutions aux différents enjeux qui ont été présentés auparavant, chacun à leur manière, hein, sur une chaîne de valeur finalement assez complémentaire. Enfin, vous vous positionnez de manière assez complémentaire. J'ai envie de vous demander de pitcher, en fait, en l'occurrence, à chaque fois votre société, votre parcours, pourquoi est-ce que vous avez créé en fait vos sociétés, vos entreprises, qui sont Argile, Omios et Vasco. Pour nous présenter à la fois comment est-ce que vous en êtes venu donc à créer cette société, comment est-ce que vous répondez aux différents enjeux qui sont à la fois environnementaux, sociaux, économiques, et comment est-ce que vous travaillez ensemble à la fin. Merci beaucoup Annabelle pour cette invitation. Pour répondre déjà à ta question de comment est-ce que moi personnellement je suis arrivé sur ce projet-là, je vais devoir revenir un peu dans le passé en 2017. Où avec une bande de potes de mon école, on se demande un peu mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour essayer d'avoir un impact positif environnemental et socialement. Et là-dessus, on tombe vite sur la rénovation énergétique. Alors je pense que vous êtes au courant, mais les planètes sont alignées dessus. Parce que quand on vient rénover énergétiquement un logement, on vient améliorer son confort en été, en hiver, on vient améliorer la qualité de l'air, on vient améliorer la qualité de l'air, la qualité sonore, pardon, et puis aussi une meilleure gestion de l'humidité. Donc en termes de confort, c'est génial. Économiquement, on s'y retrouve pas trop mal, puisque non seulement on vient faire baisser ses factures, on vient aussi valoriser le patrimoine. Et puis, grosso modo, le gouvernement est très enclin à partir là-dessus, puisque ce sont avant tout des emplois locaux. On ne vient pas sous-traiter la maçonnerie. Et donc du coup, tout le monde a envie d'y aller, mais ça ne se passe pas très bien. Ça ne se passe pas au rythme qu'on souhaiterait que ça prenne. Et donc du coup, on s'est posé la question, mais ok, qu'est-ce qui se passe concrètement, et la meilleure manière d'y apporter une réponse, ça a été de se dire, bah, viens, on va mettre les mains dans le cambouis. Main dans le cambouis, ça veut dire qu'on s'est retrouvés, donc 5 potes de normal sup, un peu boutonneux à lunettes. On s'est retrouvés sur un chantier où on a acheté une maison à Villejuif et on a fait une extension, on a fait une surélévation. D'un coup, on a quitté un peu nos bibliothèques chéries pour aller se retrouver avec des gros outils, avec des grosses poutrelles sur le dos. On a fait l'isolation, on a fait une pompe à chaleur solaro-thermique, c'est-à-dire avec des panneaux thermiques sur la toiture. Bref, la totale, avec bien sûr pas mal d'appréhension en disant bah, ça va être super compliqué, on n'y connaît rien. Et en fait, ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est plutôt bien passé parce que la rénovation énergétique, on ne touche pas à l'infrastructure, on vient faire finalement des travaux qui ne sont pas si compliqués que ça. Et puis les résultats étaient quand même au-delà de ce qu'on espérait au départ. En revanche, on a quand même compris plusieurs choses, plusieurs messages clés de pourquoi est-ce que ça patine, le marché de la rénovation. Et bah, notamment, allez, on va dire, il y avait 2 grands points qui nous ont fortement ralenti. La première, c'est que c'est impossible de savoir qu'est-ce qu'on veut faire. C'est impossible parce que sur le parcours pour se renseigner,
on a plein de renseignements différents. Allez, on va voir au départ un premier fabricant qui va nous dire les gars, la pompe à chaleur, c'est génial. Juste vous mettez ça, vous faites rien d'autre, et puis tout est résolu. Après, on va voir notre architecte qui nous dit non mais les gars, ça va jamais marcher. La pompe à chaleur en hiver, ça ne vous chauffera pas, vous allez avoir froid. Ça ne va pas marcher. Utilisez plutôt de la biomasse, l'énergie bois, c'est par contre génial. Et puis on va voir comme ça un troisième interlocuteur qui va nous dire mais non mais c'est plus compliqué que ça parce que sinon ça vient déforester les forêts françaises. C'est pas ça non plus ce qu'il faut faire. Et en fait, on arrive dans un parcours donc quand on se lance dans les travaux, mais que ce soit en autorénovation ou quand on vient se faire sous-traiter, bah, on a peur parce que c'est comme des montants qui sont importants, parce qu'on parle de notre logement, c'est quand même l'endroit le plus intime dans lequel on vit. Et puis, on se retrouve du coup dans un parcours où on a plein d'intervenants qui viennent nous dire des informations contradictoires. Et c'est vrai que ça nous a, à plusieurs reprises, on s'est presque découragés. Et on a la crainte de faire le mauvais choix, quoi. Exactement. Deuxième chose qui pose quand même problème, c'est quand même les délais d'instruction. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez fait une démarche, vous dites ça y est, c'est bon, maintenant on va pouvoir lancer les travaux. Ben non, en fait, il y a une deuxième chose sur laquelle il faut attendre. Et en fait, on a vraiment le sentiment, on fait 3 pas en avant, 1 pas en arrière. Et ça aussi, c'est super troublant parce qu'on a un emprunt derrière bancaire, donc il faut quand même s'y retrouver et se donner de la visibilité avec tous les délais qu'on n'avait pas du tout anticipés. C'est aussi ultra décourageant et ça empêche un passage à l'échelle. Donc du coup, sorti de tout ça, alors moi après j'ai fait un doctorat en intelligence artificielle et donc grosso modo le sujet de ma thèse c'était comment on peut avoir un chat GPT qui se balade dans une maison. Et je me suis dit, bah, il y a peut-être un truc entre les deux qu'on peut faire. Voilà, je ne savais pas exactement quoi, mais allez, on va creuser, on va peut-être trouver quelque chose. Pour le faire, il faudrait quand même le faire bien. Et le faire bien, c'est peut-être 3 points. La première, il faut le faire avec une certaine rigueur. On n'a pas envie d'être un margoulin de plus qui va essayer de vous dire eh, vous inquiétez pas, vous allez acheter ça et vous allez avoir 1 000 € d'économie par mois. Bah, non, c'est pas vrai. C'est pas aussi simple que ça. Il faut mieux dire la vérité aux particuliers. Ça les engage plus devant la réalité de ce qui va se passer. Le deuxième point, c'est que il faut être pédagogique. D'un côté, on va faire la maçonnerie, d'un autre, on va toucher au système de chauffage, de chaude sanitaire, peut-être de ventilation, peut-être sur du photovoltaïque. Donc c'est quand même assez complexe et c'est très important de pouvoir donner ce sens de oh, t'inquiète pas, ça va être pris en charge, ça va bien se passer. Et dernier point, et qui a été pour nous très important, c'est le côté de mettre de l'humain dans tout ça. En fait, c'est pas une IA, c'est pas du numérique qui va tous nous sauver. Il faut réussir à se dire, c'est un sujet où il faut rassurer les particuliers. Il faut réussir aussi à ce que toutes les parties prenantes de la table se retrouvent ensemble et discutent ensemble. Et donc, du coup, s'il n'y a pas une tonalité un peu amicale dans cette histoire, ça ne va pas marcher parce qu'on n'a pas forcément envie de parler avec quelqu'un qui est agressif avec nous. Donc on s'est parti de ces 3 valeurs-là et concrètement, nous, ce qu'on fait là-dedans, c'est qu'on propose une solution tout en un pour les entreprises de rénovation qui vient les aider sur tout le tunnel commercial. Ça vient les aider au départ sur l'acquisition de prospects, sur la qualification, sur le cycle de vente. On vient les aider à faire la conception, on vient les aider à analyser des DPE, à faire par eux-mêmes un bilan énergétique quand il n'y a pas un DPE. On vient les aider à collecter toutes les informations sur place pour avoir une bonne préparation au chantier. Ça, c'est une autre de notre conviction, c'est que si jamais il n'y a pas une bonne préparation, c'est sûr que le projet va capoter à un moment donné. On va les aider aussi pour faire tout le suivi. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est peut-être parce que là-dedans, il y a peut-être 2 projets qui peuvent potentiellement vous intéresser. Le premier projet qu'on a fait, c'était, l'un des projets, c'était de pouvoir faire de l'enrichissement de données. Aujourd'hui, donc, on est capable, par exemple, de vous sortir un bilan énergétique uniquement à partir de votre adresse. Alors forcément, si on part uniquement de votre adresse, c'est pas magique. On ne va pas avoir les performances les plus importantes. Par contre, c'est déjà utile pour savoir est-ce qu'on va partir en rénovation globale ou rénovation monogeste. Ça permet un peu de dispatcher, de commencer à comprendre quel est le besoin du particulier. Par contre, on a travaillé avec des acteurs qui avaient eux-mêmes un petit peu de données. Par exemple, un acteur qui fait de la maintenance sur des systèmes de chauffage, donc il était capable de nous dire voilà, là j'ai un contrat de maintenance au gaz, donc je sais grosso modo quel est le type d'information qu'on a là. On en a aussi parlé avec des collectivités qui ont parfois un peu des informations
un peu partout. Et nous, notre solution leur permet du coup de venir enrichir ces différentes données pour pouvoir avoir le modèle le plus précis, non seulement avec nos données, mais aussi avec les leurs. Et vous vous rappelez, on s'est dit, dans nos valeurs, l'un des points importants, c'est de pouvoir apporter de la rigueur, de ne pas dire tout et n'importe quoi. Et donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'on a un nouvel intervenant qui nous propose un projet similaire, eh bien, en fait, on vient lui calculer automatiquement. Maintenant, on a des bons process pour aller super vite. Ça va être quoi le taux de précision? Pour ça, c'est assez simple. On prend la base de DPE qui est en open data. On les fait passer par notre logiciel avec les données qui sont accessibles avec les leurs et les nôtres. Et puis, on régénère ces DPE et on compare. Comme ça, on peut savoir, on a un indice de confiance qui est assez rigoureux. Deuxième projet qui peut être intéressant, c'est l'idée de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir réussir à donner de l'accélération sur ces délais d'instruction. C'était l'une de nos points pendant mon expérience à Villejuif. Et pour réduire ces délais d'instruction, nous, notre vision, c'est qu'il faut réussir à retracer tout le projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir mon accompagnateur Rénov, donc qui est un auditeur énergétique, qui va prendre une partie du projet. L'installateur, le contractant général va avoir une image plus grande, mais il y a aussi des sous-traitants qui vont agir et qui vont aussi donner de l'information. On a à la fin le COFRAC qui vient vérifier la bonne faisabilité de ces travaux. Et au-dessus de tout ça, on a l'ANA qui essaye de choper le devis, qui essaye d'avoir le rapport, d'avoir quelques rapports là-dedans, et qui a une image très parcellaire de la réalité du terrain. Et l'avantage de notre technologie, c'est comme elle est de début à la fin, on a ce qu'on appelle, nous, un devis augmenté. C'est-à-dire que non seulement on a le devis qui dit voilà tous les éléments du devis, mais dans ce devis, il est augmenté puisqu'il est retracé avec toutes les informations initiales, toute la visite technique qu'il y a eu auparavant, avec les photos, avec des informations qui permettent de retracer toute l'histoire du chantier. Et ça permet également donc, du coup, d'avoir la visibilité totale des démarches et donc du coup de lancer des demandes, des autorisations, notamment quand c'est nécessaire, avec toutes les demandes et pas de se rappeler qu'en fait on avait oublié une partie du chantier, une partie finale du chantier qui n'a pas d'autorisation et donc attendre encore pendant quelques mois. Quoi. Exactement. C'est ça, vraiment se mettre un peu en tête toute la complexité avec un nombre d'intervenants qui est énorme et puis aussi un délai, ça va être un projet qui va souvent durer plus de 6 mois. Donc effectivement, on perd un peu des informations, on les oublie et c'est un peu le cœur de notre technologie. Comment est-ce que on peut avoir toutes ces informations qui sont réunies au même endroit. On a des choses un peu chouettes, par exemple, on permet de faire la reconstruction 3D. On fournit, juste à partir du smartphone, on prend quelques photos et on vient reconstruire l'habitat en 3D. Ça permet de pouvoir faire quelques vérifications et puis comme ça de retrouver les informations par-dessus. Donc les interlocuteurs finaux d'Argile, c'est les particuliers, ce sont des bailleurs, ce sont des promoteurs, vous intervenez auprès de quelle typologie d'acteurs en fait? Ouais, nos clients, donc nous on dit qu'on est en B2B2C, alors c'est un mot un peu vulgaire pour dire qu'on vient vendre notre logiciel aux pros. Dans les pros, notre marché de niche, ça a été les contractants généraux, puisqu'on leur fournit directement leur outil métier. Et puis au fur et à mesure, on s'est dit, tiens, par exemple, les espaces de conseil France Rénov, les ALEC, en fait, c'est pas trop mal pour eux. Donc, on leur a fourni gratuitement notre solution pour pouvoir les aider dans leur propre process. On a travaillé avec de la métropole, alors de petites métropoles. On a travaillé comme ça avec différents acteurs qui avaient ce besoin de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir retracer, reconfigurer le projet de rénovation énergétique. Merci beaucoup. Et je crois que vous avez aussi en fait des projets auprès des élus aussi pour aider en fait justement de l'autre côté de la chaîne. Il y a également donc toutes les autorisations et puis l'acteur public en l'occurrence qui permet en fait de faire évoluer ce qu'on a le droit de faire sur les territoires à travers les PLU, PLUI, etc. Donc, vous prévoyez, c'est ça, de leur parler maintenant dans la prochaine étape? Oui, complètement. Là, c'est notre prochaine étape. Maintenant qu'on a prouvé que on faisait gagner du temps à tout le monde, on essaie de se dire est-ce que auprès de l'ANA, auprès de différentes instances gouvernementales, ça serait peut-être pas trop mal de redéfinir certains référentiels, certains standards pour pouvoir faire accélérer tout ça. Merci beaucoup. Alors, je m'adresse à présent à Hugues Sartre, qui a cofondé Homios. Donc, je vous propose de faire le tour et puis de poser les questions juste après.
parce que vous allez voir la complémentarité et je pense que chacun pourra répondre à toutes les questions. Suspense. Donc Hugues, est-ce que vous pouvez présenter donc vous votre démarche et comment vous vous inscrivez également en fait dans la chaîne de valeur immobilier? Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Hugues, je suis cofondateur de Homios. Homios, c'est une société qui réalise l'ensemble des travaux liés à l'énergie dans la maison. On se définit comme ensemblier de la rénovation énergétique. Et notre métier, c'est d'amener un logement de G à B. Notre job, c'est de traiter le sujet des passoires. Et en ce moment, pour parler de choses qui vous concernent directement, c'est de travailler essentiellement sur des appartements qui se retrouvent en lettres G, qui sortent du marché locatif, qui créent tous les problèmes qu'il peut y avoir de tension. Cet indicateur de PAP sur le nombre de participants sur un dossier est finalement très révélateur de l'impact de tous ces appartements qui sont sortis du marché. Rien qu'hier, j'ai fait 2 visites d'un appartement où il est retiré de la location parce que pour l'instant, il y a un DPE en G et il n'y a pas de solution en face. Et notre job, ça va être de concevoir la prescription, de se dire, en fonction de ce que veut faire le propriétaire, est-ce qu'on cherche juste à sortir, à sauter les 2 classes, à arriver en E, et donc à ce moment-là, il faut isoler ce mur-là, ce mur-là, ce mur-là, ou est-ce que tant qu'on y est à faire des travaux et faire de la poussière, on n'en profite pas pour tout isoler, changer les fenêtres, changer le système de chauffage, etc., etc. Et donc notre job, ça va être de prescrire la meilleure solution pour l'habitat, aller chercher la meilleure solution technique, en prenant en compte les habitants, notamment en fait le retour d'expérience. Et pour ceux qui ont des patrimoines occupés, finalement le retour expérience utilisateur, il est super important pour trouver la vraie passoire énergétique, parce qu'il faut se dire, il y a la bonne passoire énergétique et il y a la mauvaise passoire énergétique. Et la bonne passoire énergétique, c'est celle où, quand on rentre dedans, autour des fenêtres, il y a des champis. Ça, c'est une vraie passoire énergétique. C'était ma visite d'avant-hier. En fait, il y a un mur, il n'est pas isolé, il est froid, il y a un appartement, il n'y a pas de ventilation, donc il y a énormément de vapeur d'eau dans la pièce. La vapeur d'eau, quand elle arrive sur le mur froid, elle condense, donc elle retourne à l'état liquide et elle finit par faire des champignons. Et ça, c'est ce qu'on doit traiter en prenant en compte le retour d'expérience de l'utilisateur qui nous dit, dans la chambre là-bas, c'est super humide. Et donc on va aller traiter ce point-là. Donc c'est faire du sur-mesure de la rénovation énergétique en allant chercher, en optimisant le DPE, en se basant dessus, puisqu'il est indispensable pour pouvoir le remettre à location, et en prescrivant les travaux qui soient les plus intelligents. J'entendais tout à l'heure, quand on parlait de tertiaire, de la partie isolation, isoler des combles sans prendre en compte le fait qu'on est sous une toiture en zinc, et qu'entre la toiture en zinc et le plafond de l'appartement, il fait littéralement 50 degrés, c'est stupide. Mettre une laine de verre là-dessus, on sait très bien que ça ne va pas du tout lutter contre la chaleur, donc c'est stupide. Et donc c'est se dire, pas tant qu'à faire, on va régler la lettre énergétique, on va surtout régler le problème de confort du fait qu'on est sous les toits, que ça chauffe. Donc au lieu de mettre de la laine de verre, on va mettre un isolant biosourcé qui a cette particularité d'être beaucoup plus lourd, donc il va stocker plus d'énergie, et ce faisant, il va empêcher la chaleur de rentrer dans le logement. Donc voilà, on cherche à construire la bonne solution sur chaque appart, au cas par cas. Donc prescription, réalisation, ça veut dire qu'on réalise les travaux, une partie en interne, une partie avec des équipes dans Paris. Et après, on apporte la partie financière, l'ingénierie financière. Quand on est en B2C, on apporte l'ingénierie liée à MaPrimeRénov', si ça redémarre. Et aujourd'hui, MaPrimeRénov' en rénovation d'ampleur. Et lorsqu'on n'est pas sur du B2C, on va chercher les dispositifs C2E, notamment la rénovation d'ampleur, enfin des fiches C2E qui permettent d'aller chercher finalement quand même, on peut retenir un 100 € par mètre carré de subvention quand on fait sauter 4 classes à un appartement. Donc finalement, c'est pas rien. Parce que sauter 4 classes, ça ne demande pas non plus des travaux excessivement importants dans un appart. Enfin, ça peut se faire assez facilement, ou au moins à moindre coût. Et donc voilà, on fait prescription, réalisation, financement. Et pour répondre de la même manière que Pierre-Louis sur pourquoi est-ce qu'on a créé cette boîte, et tout simplement parce qu'en fait, dans le secteur de l'efficacité énergétique depuis maintenant 2013, au bout d'un moment, il y a des copains qui m'ont posé la question, mes parents qui habitent dans le sud, qui me disent « Ah, toi qui t'y connais à la maison, qu'est-ce que tu ferais ?» Et moi, je lui dis « Le top, ça serait de faire ça, 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 ça. » Et puis, les copains aussi. Et donc, en fait, ce faisant, on a créé une boîte pour répondre à cette question, de la même manière que Pierre-Louis a développé Argile. C'est si c'était chez toi, qu'est-ce que tu ferais? Voilà. Et donc on a monté cette boîte sur cet état d'esprit. On a formé tous nos gars à dire tu ne prescris pas un truc que tu ne prescrirais pas chez ta mère.
Et partant de là, on a une satisfaction client, puisqu'effectivement, on les a bien traités, puisqu'on les a traités comme notre maman. Et donc, c'était ça, c'était de se dire, en fait, cet acteur-là, il n'existe pas. Et dans le secteur de la rénovation énergétique, le truc qui revient tout le temps, c'est, il y a des truands, il y a des fraudes, il y a des machins. Et donc, en fait, nous, on s'est dit, finalement, si eux le font, c'est que les gens bien n'ont rien fait. Donc, retroussons-nous les manches et montons une boîte fiable dans le secteur de la rénovation énergétique et qui vous dira que installer des panneaux photovoltaïques au nord, c'est une idiotie et que non, madame, ça ne produit pas la nuit. Voilà. Donc, c'est ce qui a présidé à la création de notre boîte. Et notre job, voilà, c'est de vous accompagner sur prendre un parc qui est là et puis l'amener là. Et donc en termes d'accompagnement, donc toute la réalisation des travaux, l'identification, réalisation des travaux, c'est OK. Et vous restez après pour la maintenance, en fait, ou la prise en main, en l'occurrence, des nouveaux finalement habitats? Oui. Sur la partie pompe à chaleur, alors sur la partie chaudière, on fait beaucoup de granulés bois. Il y a quelqu'un qui parlait c'est toi qui parlais de biomasse, comme par hasard. Sur la partie biomasse, il y a forcément énormément d'entretien. Sur la pompe à chaleur, il y en a un petit peu moins, mais il y en a quand même. Et en fait, la prise en main, elle tient plus sur la réalisation, à la fin de la réalisation des travaux, des bons conseils de type ne baissez pas le disjoncteur de la VMC. Oui, mais elle fait du bruit quand je dors. Ne baissez pas le disjoncteur de la VMC, ou plutôt on va mettre la VMC à un endroit où ça ne vous gêne pas. Et après, c'est plutôt sur la partie régulation. Et là-dessus, en fait, on n'installe que des équipements qui sont connectés. Ce qui fait que depuis mon téléphone, je peux régler les chaudières et les pompes à chaleur de mes clients, ce qui fait qu'on a tous les problématiques de j'ai trop chaud, j'ai trop froid. Ça se règle à distance. Est-ce qu'il y a une nouvelle garantie de confiance également? Oui. Si vous restez, oui, et puis surtout moi qui m'évite de me déplacer. 90% de mes demandes entrantes en SAV, je les gère à distance. C'est magique. Super. Eh bien, merci beaucoup. Hervé de Grève, vous êtes attaqué plutôt au sujet du financement de tous ces travaux, puisqu'en fait, c'est aussi en fait une partie très, on va dire, consommatrice de temps pour le coup, pour trouver des bons financements. Et parfois, en fait, on arrive à une impasse. Et donc, vous avez réfléchi à une innovation financière pour essayer d'éviter tout décalage et toute annulation en fait de ces travaux qui sont utiles en fait à la transition énergétique, qui vont pas assez vite en termes que ce soit auprès des particuliers ou des pros. Absolument. Donc j'arrive après Pierre-Louis et après ouais, et juste avant le déjeuner. Donc, Et juste avant le déjeuner, donc je vais faire court et c'est assez simple, vous allez comprendre, mais ça appellera beaucoup de questions qu'on pourra traiter après si vous le souhaitez. Donc, je suis le cofondateur de Vasco. Alors j'ai pas monté ça avec des copains et j'ai pas vécu ça sur le terrain, mais en revanche j'avais 200 000 clients chauffés au fioul et au bois, spécifiquement en province, et qui avaient des gros problématiques effectivement de rénovation énergétique, et pour la plupart l'incapacité de les financer, malgré des aides très généreuses, à partir du 15 septembre on l'espère, malgré des banques de plus en plus volontaires sur le sujet. Une majorité aujourd'hui des propriétaires occupants de passoires thermiques n'ont pas les capacités d'emprunter de l'argent et n'ont pas les capacités financières de les financer. Donc il y a un gâchis énorme de gens qui avancent avec Homios, qui simulent avec Argile, qui avancent avec Homios et qui décident de ne pas faire les travaux parce qu'ils n'ont simplement pas les moyens et que la banque ne les suit pas. Et ça aujourd'hui c'est le gros du marché. Et c'est gros effectivement, c'est ceux qui sont soit à l'arrêt, soit décident de faire l'an prochain pour des raisons d'argent. Et ce qu'on propose chez Vasco, c'est de leur payer l'intégralité de leurs travaux ou du reste à charge de leurs travaux, non pas en échange d'un crédit qu'ils ne pourront pas rembourser, mais en échange d'une part de leur logement. Donc on vient simplement ouvrir une nouvelle voie de financement et monétiser de manière temporaire une partie de leur patrimoine immobilier. Des gens qui sont souvent pauvres d'épargne mais riches d'immobilier, qui ont pour la plupart remboursé l'intégralité de leur crédit, qui ont plutôt effectivement en moyenne 60 ans, et qui vivent dans un logement qui est souvent indécent, où il y a un problème énergétique et souvent d'autres problèmes qu'on adresse en parallèle. Et on vient financer en moyenne 40 000 euros, souvent liés en partie au chauffage, à l'isolation, à la ventilation qu'on a évoqué, mais aussi d'autres pathologies, des pathologies parfois plus complexes, notamment en Ile-de-France avec des immeubles en arrêté de péril, où on va traiter même des choses qui sont antécédentes à la rénovation. Et effectivement, en monétisant une partie du patrimoine, en devenant co-indivisaire avec le client, en acquérant temporairement une partie de son bien, sans pour autant venir vivre chez lui une partie du temps. Donc on lui laisse évidemment 100% de l'usage, et en lui laissant les capacités de sortir quand il le souhaite, soit au moment de la revente, ce qui interviendra le plus fréquemment, soit s'il retrouve des liquidités, il peut nous rembourser évidemment et nous racheter notre part à tout moment, et ce dans un délai qui peut aller jusqu'à 30-40 années sans difficulté, en levant du capital auprès d'investisseurs particuliers institutionnels qui placent leur argent dans une foncière qui va détenir ces bouts de logement, comme ils placeraient leur argent dans une SCPI qui détient des immeubles de bureaux, des immeubles d'habitation. On fait ça depuis moins de 2 ans, donc c'est encore assez jeune. On a fait une 20aine d'opérations, surtout en maison individuelle, où le problématique des chantiers bloqués est assez béante, et on le voit avec tous
tous les clients qui décident d'arrêter pendant la suspension estivale de ma prime rénov. Mais un problème que vous connaissez peut-être mieux en Ile-de-France et qu'on adresse depuis encore moins longtemps, mais qui est un gros problème social, qui est le problème du vote en copropriété de travaux, qui laisse sur la touche un bon nombre de copropriétaires, à peu près 5 à 10% des copropriétaires en fonction des immeubles, qui n'ont pas les moyens de financer leur quote-part des travaux et qui sont malheureusement obligés de vendre leur appartement dans lesquels ils vivent depuis de longues années. Et donc là, même schéma, on finance pas leurs travaux, mais on finance la quote-part des travaux de leur immeuble pour leur permettre, non pas que les travaux se réalisent, parce qu'ils se réaliseront avec ou sans eux, mais leur permettre simplement de rester chez eux pendant souvent les dernières années qu'il leur reste à vivre dans leur logement. Un point essentiel, notamment pour les personnes en fait, très âgées qui vivent comme un traumatisme, en l'occurrence, le fait de se partir du logement qu'ils ont connu pendant une grosse partie de leur vie. Quoi. Et il faut voir un peu comme la voiture balai des banques, c'est-à-dire que soit vous utilisez votre argent, dans le meilleur des cas, soit vous utilisez l'argent de la banque, idéalement à taux zéro, et c'est super si vous pouvez vous l'offrir, mais si vous ne pouvez pas, effectivement, que la banque vous dit non, vous n'avez pas le reste à vivre nécessaire pour rembourser une mensualité supplémentaire, ce que vous faites aujourd'hui, c'est que vous ne faites pas vos travaux, ou pire encore, vous les faites à minima et vous allez voir Hugues en lui disant s'il te plaît, change-moi la chaudière, et contre une pompe à chaleur, ce qui est souvent pas la panacée, ça ne marchera pas, ou alors on vous la vendra et ça ne marchera pas un an plus tard. Et donc nous, on leur dit si, en fait, vous avez l'argent de financer la totalité, enfin, nous, on a l'argent, on investit chez vous en échange d'une part de votre logement. Le revenu, finalement, c'est votre logement. En quelque sorte. Exactement, en fait, c'est juste beaucoup de propriétaires aujourd'hui sont riches d'immobilier, encore une fois, et très pauvres d'épargne, et que ce soit et très souvent en région Île-de-France sur des patrimoines qui ont une valeur en mètre carré qui est colossale, et qui aujourd'hui juste dans lesquels ils dorment, dans lesquels ils vivent dans des mauvaises conditions, et que nous, effectivement, on a pour mission de monétiser temporairement. Alors moi, j'ai plein d'autres questions à vous poser, mais je crois qu'on en avait une là-bas. Merci Brieux. Merci beaucoup. Et c'est vraiment très intéressant, d'autant plus que bien sûr les trois, vous êtes complémentaires totalement. Moi j'avais une première question pour vous, c'était vis-à-vis des diagnostics énergétiques. Parce que là on est à une phase là où voilà, certaines copropriétés ont fait des diagnostics énergétiques qui sont des documents très poussés. Vraiment qui sont pleins de connaissances et il va se rajouter là-dessus d'autres documents qui sont maintenant demandés par l'État. Donc ça devient extrêmement complexe. Donc il va y avoir un enjeu, dont vous êtes certainement conscient, de synthèse de ces différents diagnostics. Donc ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, vous y avez répondu, mais j'allais le dire avant que vous le disiez, c'était qu'est-ce que vous faites pour aider, par exemple, l'Agence parisienne du climat, mais vous avez répondu, je crois que c'est dans vos projets, parce que là, tous ces organismes sont complètement débordés là maintenant, et enfin voilà, ils ont beaucoup étendu leur emprise et leur champ d'action, donc ils n'arrivent plus à répondre à la demande. Et pour Monsieur donc de Vasco, donc la question c'était là, c'est une sorte de prêt que vous faites. Du coup, vous n'avez pas dit combien ça coûte? Les 40 000 euros là, que vous prêtez pendant X temps, je suppose que c'est pas à taux zéro. Voilà, c'était mes deux questions. Merci. Alors, peut-être première question donc sur le DPE. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites sur le DPE. Ce qui est sûr, c'est que c'est un outil parmi d'autres, et c'est un outil où on essaye de lui faire beaucoup plus de choses qu'il en était prévu initialement. Nous, notre vision là-dessus, c'est que le DPE a pas mal de limitations. Allez, je vais donner par exemple un exemple. On n'a pas les informations sur les pignons des murs, qui pourtant on a envie de les isoler. On a d'autres problèmes qui sont peut-être un peu plus graves. C'est quand on prend un DPE et qu'on vient le charger dans différents logiciels, on va avoir des différences. C'est par exemple, je prends un DPE qui a été fait dans le logiciel qui s'appelle Liciel version 4, et puis ensuite je vais le charger dans Liciel version 5, je vais peut-être passer de classe F à classe G. Ça, c'est un peu plus embêtant. Il y a quand même pas mal de bugs qu'on a rencontrés au fur et à mesure qu'on a importé la base de l'ADEME. Donc nous, notre vision, elle est double. La première, c'était de se dire, ok, il va falloir qu'on fasse plein d'adaptateurs pour chaque logiciel, pour chaque version de logiciel,
pour se dire, ok, dans telle version, quand on parle de pont thermique, en réalité, il voulait dire ça. Dans l'autre version, il voulait dire ça. Pour nous, ça a été un effort qui a été franchement assez énorme et douloureux, puisque ça consiste à analyser des énormes fichiers et essayer de comprendre, mais bordel, qu'est-ce qui s'est passé? Le deuxième point, c'était de se dire sur le DPE, c'est pas suffisant, et en fait, il faut aller sur le terrain dans un deuxième temps pour venir collecter davantage d'informations pour pouvoir faire les choses proprement. Un DPE ne va pas vous dire, ok, là il y a un problème de dimensionnement de vos systèmes de chauffage, là il y a un problème d'humidité, là il y a un problème, il y a une prise électrique qu'il va falloir prendre en compte. Et donc du coup, si toutes ces informations-là n'ont pas été collectées, on aura une mauvaise préparation de chantier. Et à nouveau, mauvaise préparation de chantier veut dire qu'il y aura forcément un pépin pendant sa réalisation. Donc c'est pour nous un des engrenages pour se dire, on va apporter au fur et à mesure de l'information en particulier. Au départ, peut-être qu'on n'a que son adresse, donc c'est génial d'avoir le DPE. C'est une grosse force en France qu'on n'a dans aucun autre pays, d'avoir une telle information disponible sur les logements en open data. Par contre, ce n'est là que pour pouvoir éclairer et débroussailler le chemin, mais il faut ensuite intervenir dans un deuxième temps. Et votre deuxième question, pardon, c'était sur l'Agence parisienne du climat. Donc, c'est un peu particulier, en fait, quand on crée une entreprise au départ, personne ne nous prend bien au sérieux. Donc quand on allait les voir, on n'a jamais réussi à passer un peu les premiers filtres. Pourtant, on décidait, vous pouvez utiliser notre logiciel gratuitement, mais on est débordé, vous comprenez, on n'aura pas le temps. Et donc au final, on s'est intégré maintenant avec des plus petites agences, avec des plus petites ALEC, notamment dans le Loire-Atlantique ou dans d'autres départements. Et en fait, on a prouvé que ça marchait plutôt bien. Donc on va continuer à communiquer là-dessus. Pour nous, c'est très important de se mettre au service de l'administration. C'est vrai qu'on n'est pas proactif, donc si vous connaissez quelqu'un dans l'APC qui peut nous écouter, on serait au plaisir de lui présenter notre solution. Deuxième question du coup pour Vasco. Concernant Vasco, sur le coût de ma solution, alors évidemment que c'est pas gratuit. Alors c'est pas un crédit, c'est un investissement, donc c'est la logique est assez différente. Il n'y a pas de mensualité, il n'y a pas d'intérêt, donc je peux pas comparer ça à un crédit, mais on peut. Il y a un coût, et ce coût, il est plus cher qu'un crédit. Mécaniquement, vu que j'investis chez vous et que je récupère mes billes le jour où vous vendez, ça peut être dans 20 ans, et que je prends une partie de la valeur qui est créée au passage, ça va être plus cher qu'un crédit. En fait, on se positionne entre le crédit, à taux zéro évidemment, qui est le moins cher du marché, et ne pas faire les travaux. Et nous, notre concurrence, c'est pas vraiment le crédit, parce que les gens qui viennent nous voir, s'ils peuvent prendre un crédit, on leur dit prends un crédit. Ce sera moins cher, ce sera plus facile, ce sera peut-être même gratuit, parce que l'État le financera. En revanche, les gens qui viennent nous voir nous disent, ils nous benchmarkent par rapport à ne pas faire les travaux. Donc en fait, on fait systématiquement une étude, combien tu vas gagner en nous vendant une part de ta maison et en gagnant de l'argent sur tes factures et sur le patrimoine de ta maison, et combien tu vas effectivement perdre si tu ne le fais pas. Et ce coût-là, il dépend évidemment de la dynamique du marché de l'immobilier, de l'ambition des travaux, mais c'est effectivement plus cher qu'un crédit et moins cher que de ne pas faire ces travaux. C'est ça que je peux vous répondre. Et après, je pourrais rentrer dans le modèle économique, mais le modèle en deux mots, c'est de dire, si je finance, mettons 30 000 euros dans votre maison votre appartement qui en vaut 300, donc 10% de la valeur de votre bien, je vais détenir un petit peu plus que 10%. En moyenne, 1,5 fois plus. Donc je vais détenir 15% de votre maison, de votre appartement, en échange de 10% d'investissement. Et c'est comme ça que je viens payer le notaire, que je viens rémunérer les investisseurs et que je viens rémunérer mes équipes pour la signature de cette opération chez le notaire. Et tout le coût est là. La notion de coût pour le particulier est très différente que pour un professionnel. C'est surtout une histoire de trésorerie. Donc l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de trésorerie à mobiliser, ni avant ni après les travaux, et que la totalité de l'opération est faite lors de la vente, comme un pré-avance rénovation qui n'a jamais vraiment vu le jour. Oui, merci beaucoup pour toutes vos présentations. Question à la suite de la question de madame, que se passe-t-il s'il y a des garanties qui sont données sur le bien? Vous avez la possibilité de faire ce montage également? Oui, alors la plupart des biens sont détenus sans garantie et sans crédit en cours. Il faut le savoir, en France, 70% des biens sont détenus sans crédit, donc ça c'est le plus facile. Ensuite, il y a le monde des garanties de caution, où là on a des accords effectivement avec les grosses établissements de caution pour qu'on puisse rentrer sur une part du bien qui appartient au client. Je peux pas, si le client vient d'emprunter 100 000 euros pour acheter son bien à 100 000 euros, il ne va pas pouvoir me vendre grand-chose. Donc
tout ce qui est cautionnement et où il y a de la place pour moi, je peux rentrer sans difficulté, j'ai l'aval sans remettre en cause la caution. Et ensuite, s'il y a une hypothèque sur le bien, ce qui concerne quand même 10% des biens en France, là, il faut qu'on se mette d'accord avec la banque. Donc voilà, comme Pierre-Louis, on est tout petit, tout jeune, et les banques nous ont vus comme un rival au démarrage. Maintenant, elles nous voient comme un partenaire, puisqu'on finance des projets qu'elles ne financent pas elles. Et du coup, de plus en plus de projets au démarrage, ça passait pas, évidemment. L'établissement d'hypothèque disait non, si tu mets de l'argent, ça vient rembourser l'hypothèque directement. Maintenant, ça fonctionne dans la plupart des cas, mais effectivement, c'est au cas par cas, du coup, dans le cas d'hypothèque. Mais heureusement, ça représente une petite minorité de nos projets. Et Vasco accompagne du coup les propriétaires qui souhaitent, donc, qui détiennent un bien sous hypothèque et qui souhaitent étudier. Ça dépend juste de la volonté du conseiller bancaire. Alors que dans tous les autres cas, on peut opérer effectivement avec le notaire du client et notre notaire sans avoir à demander l'aval de la banque. D'accord. Mais c'est pas le particulier qui doit tout faire tout seul. Non, vous êtes là, quoi. Nous on fait pas tout. Vous avez compris. Celui qui vous dira qu'il fait tout, en général, il vous ment. Nous, on est vraiment là pour faire la dernière partie. C'est-à-dire que si vous n'avez pas fait de devis, si vous avez aucune idée, il faut aller voir un Gilles. Si vous avez un peu avancé et que vous voulez avoir des travaux de qualité, il faut aller voir Jean comme Omios. Et quand vous savez combien vous financez et quelles sont les options que vous avez sur la table dans le plan financier, nous, on peut venir en voiture balai. Mais effectivement, et à ce moment-là, on va tout faire pour vous, mais uniquement quand votre projet est mature. Et s'il n'est pas mature, on va renvoyer à Romios, on va renvoyer à Argile et se faire pas mal de passes qu'on fait déjà entre jeunes sociétés qui essaient de faire bouger un peu les lignes. Vous avez répondu à ma prochaine question qui était, donc du coup, vous semblez déjà avoir travaillé ensemble, mais est-ce que les projets sont nombreux et presque systématiques, on va dire? Est-ce que chacun en fait a besoin de... Enfin, le marché, en l'occurrence, c'est particuliers qui font appel à vous, en fait, ont en général besoin des 3 étapes. Ou est-ce que vous avez d'ores et déjà beaucoup de chantiers en commun, quoi? Alors, moi, non, heureusement. Moi, je suis là pour couvrir vraiment quand les autres n'y vont pas. Je pense que tout le monde a besoin d'une simulation propre. Beaucoup de gens, alors sur le périmètre que peut adresser Omios, a besoin qu'il y ait des artisans comme Omios. Et moi, je suis là quand ça suffit pas. Et on a ensemble, je pense qu'à nous trois, on a fait peut-être un projet. Mais l'idée, c'est que typiquement, nous soyons apparents dans les simulations d'Argile et que sur les dossiers sur lesquels les clients sont bloqués avec Omios, on puisse intervenir pour financer une partie des dossiers. On en a fait quelques-uns, mais c'est encore... On est des toutes jeunes boîtes, on a chacun, je pense, une dizaine de salariés. Donc on a une goutte d'eau dans ce chantier absolument énorme. Rien à ajouter. On a Armel Genet à faire ensemble. Voilà. J'ai une autre question, et peut-être qu'Omios va pouvoir répondre en premier, en l'occurrence de manière plus pertinente. Mais est-ce que, donc là on a beaucoup parlé de diagnostic énergétique, d'énergie, de rénovation énergétique. Est-ce qu'on peut imaginer que vos structures en fait interviennent sur d'autres sujets tels que, en fait, je sais que la RATP présentait notamment beaucoup en fait le sujet de la pression hydrique en l'occurrence, de l'habitat, des logements, des infrastructures. Est-ce que vos 3 structures en fait pourraient intervenir également en fait sur un territoire élargi, on va dire, que ce soit en termes de diagnostic, que ce soit en termes d'accompagnement, que ce soit en termes de financement également? Alors, pour ce qui nous concerne, on se focalise sur l'immobilier à destination d'usage locatif ou résidence principale. Enfin voilà, c'est habité par des particuliers. Donc notre job, c'est... On s'est travaillé sur le parc d'une foncière, on s'est travaillé avec typiquement un foncia qui a des appartements qui ne peuvent plus remettre en location, où ils sont obligés de dire au propriétaire je ne peux pas le relouer parce qu'en fait le DPE il est ressorti à Angers. Voilà. Donc travailler avec ces gens-là, et sur un parc, il y a déjà quand même pas mal de logements à faire. Quand on aura fini, pourquoi pas, mais pour l'instant on est bien occupé. Et nous, on a commencé par le volet énergétique et ça doit rester au cœur de chacun de nos projets, mais au fur et à mesure, on l'élargit à tous les travaux induits, tous les travaux de décence du logement, notamment en travaillant avec des opérateurs comme Solia Grand Paris. Et on se rend compte que parfois, il y a des choses bien plus urgentes que l'énergie, et que l'énergie, c'est la cerise sur le gâteau quand on a déjà permis à l'immeuble de ne pas s'effondrer. Donc, j'évoquais tout à l'heure les arrêtés de péril sur lesquels on est en train de travailler. Et puis, le dernier point sur lequel on ouvre aussi un peu nos chakras, c'est quand il y a une rénovation énergétique, le propriétaire, comme on l'évoquait chez Omios tout à l'heure, a souvent envie de faire d'autres types de travaux, plus des travaux d'agrément, d'embellissement. Pour l'instant, on ne les finançait pas. Aujourd'hui, on a décidé que s'il y avait une barre d'énergie, qu'elle était plus de la moitié du projet, on prenait l'autre moitié, même si elle ne concernait pas l'énergie. Parce que c'est souvent nécessaire et que quand on vend des projets pas très sexy, où il n'y a que de l'énergie, où c'est que de la laine de verre, ou que c'est qu'une chaudière dans la cave, souvent les clients n'y vont pas parce qu'ils ont besoin d'y voir un intérêt supplémentaire. Et du coup, on englobe des projets de plus en plus gros et de plus en plus ambitieux, mais chez des clients qui ont toujours assez peu de moyens.
Ok, donc pourquoi pas un jour qualité de l'air, qualité de l'eau, etc. Ouais. Nous, de notre côté, on reste uniquement sur la partie donc, énergie enfin, rénovation énergétique. C'est vraiment notre cœur de métier, c'est aussi notre mission. Dans nos statuts, il y a écrit que notre objectif, c'est de faire éviter 1 million de tonnes de CO2. Et donc, du coup, on pense que le levier le plus efficace, c'est vraiment de pousser à la rénovation énergétique des logements. Maintenant, on a adressé plusieurs cas d'usage. Donc, que ça soit vraiment à l'échelle du particulier, de sa maison, de vraiment comprendre pourquoi est-ce que les chantiers pourraient mal se passer, comment les anticiper. Et puis aussi sur des échelles géographiques beaucoup plus grandes. Donc, du coup, pour essayer d'identifier en amont où sont justement ces gisements d'énergie, comment est-ce qu'on peut venir enrichir les autres données pour avoir des études socio-économiques et réussir à faire une politique du territoire. Donc on peut arriver sur ces différentes échelles, mais nous, on va apporter vraiment la brique de la rénovation de l'énergie sur le logement. Oui, puisqu'on n'a pas précisé, mais donc là, on intervient sur l'Île-de-France, mais vos structures, elles interviennent partout en France. Je crois au mieux, ça a plusieurs antennes, il me semble. Vasco, c'est un peu évident, parce que le modèle présenté, en fait, je vois pas pourquoi il s'arrêterait en Île-de-France. Et en termes de diagnostic également, en fait, vous disposez de toutes les données pour intervenir n'importe où. Exactement, oui, c'est vraiment sur toute la France métropolitaine. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Eh ben, merci beaucoup pour vos présentations. Merci à tous. Cette matinée est rendue possible grâce à l'ensemble de nos partenaires, la Métropole du Grand Paris, le groupe RATP, GRDF, l'Atelier parisien d'urbanisme, l'Institut Paris Région, Action Logement Service et Elio. Merci également au cinéma L'Arlequin qui nous a si bien accueillis. Le prochain rendez-vous, donc le 9 septembre pour les innovations des grands services urbains en faveur de la décarbonation et le 27 novembre, la plénière de restitution donc au Comet de Bourse à Paris. Sachez également que le 26 juin, donc la semaine prochaine, jeudi, a lieu la deuxième matinée du sommet de l'Axe Seine au Havre, pour ceux qui pourront se déplacer, donc sur les thématiques de réindustrialisation et de décarbonation le long de l'Axe Seine. Donc merci à tous pour votre présence, pour votre soutien. Sachez également que des articles de bilan seront disponibles prochainement, ainsi que les replays pour vous permettre de revivre cette matinée complètement. Merci à tous.